Dans cet épisode, nous allons voir le showdown du tournoi du Toronto Winter opposant les Blood Angels aux Necrons. Pour cette liste Blood Angel, nous avons en QG un capitaine amélioré en maître de chapitre avec le trait Soul Warden offrant en aura une insensible à 5+, contre les blessures mortelles. En second trait, nous avons Rite de guerre pour l'objectif sécurisé sur les unités bases et personnages. Pour la relique, Visage of Death se combine très bien au trait Rite de guerre car vous supprimez l'objectif sécurisé des unités ennemies dans une aura de 3 pouces, en plus d'infliger un malus de -1 pour être touché contre les attaques de mêlée. Pour le reste des équipements, réacteurs dorsaux, lame relique et pistolet infernaux. En second choix, nous avons un Sanguinary Priest, amélioré en chef apothicaire, avec le trait Selfless Healer permettant de ranimer une figurine. Pour ce qui est de la relique, l'armure d'Indomitus, afin d'améliorer sa résilience sur le champ de bataille et ouvrir la possibilité d'utiliser le stratagème Angel Sacrifice pour protéger une unité via l'invulnérable 3+ de l'armure d'Indomitus. Pour ce qui est des équipements, il a ceux de base ainsi qu'un réacteur dorsal. Du côté des troupes, une unité d'incursor avec leur mine et 2 unités d'infiltrator en gantelet Helix. En élite, une unité de 3 agresseurs avec des gantelets Boltstorm, une unité de 5 Space Marine Death Company en réacteurs dorsaux, 2 pistolets infernaux et épées énergétiques, ainsi que 3 marteaux tonnerres. Ensuite, on retrouve 3 unités de Sanguinary Guard, une unité de 5 en Bolter Angelus avec 3 Ancarmine Sword et 2 gantelets, une unité de 6 en Bolter Angelus avec 3 Ancarmine Sword et 3 gantelets. Pour la dernière unité, 7 figurines entièrement équipées d'Ancarmine Axe, de 3 Bolter Angelus et 4 pistolets infernaux. Pour terminer avec cette catégorie, unité de 5 scouts en cape de camouflage, pistolet infernaux et marteau tonnerre sur le sergent, un bolter lourd et les autres en fusil de sniper. En attaque rapide, une unité de 5 marines d'assaut avec griffes et pistolets infernaux sur le sergent et 2 pistolets plasma sur 2 autres marines. Ensuite, on retrouve une unité d'Inceptor plasma. Au moment où je fais la vidéo, le tournoi a eu lieu avant la modification des points des exterminateurs à plasma Inceptor, ce qui explique leur présence dans la liste, ainsi qu'une unité de 3 Outriders. En soutien, une unité de 3 Eradicators en fusil fuseur lourd et un multifuseur. Enfin, pour terminer, en transport, un Land Speeder Storm pour l'unité de scout. Pour la liste Necron, comme je l'avais annoncé à la sortie de la data slate ne permettant plus la synergie des traits éternels expansionnistes, la seule dynastie permettant d'avoir un second trait en plus de l'objectif sécurisé est celle des Nihilak. En QG, un catacombe commande barge avec la relique Voltaic Staff et le trait Enduring Will, un grand classique pour ce style d'unité. Je propose souvent une autre construction pour cette catacombe qui serait de chercher la relique Void Reaper ainsi que le trait Implacable Conqueror si vous accentuez une liste d'armées un peu plus vers le corps à corps. Nous retrouvons un Chronomancer avec la relique du Voile des Ténèbres, un Lord avec la relique Orbe d'Éternité, et un Technomancer amélioré avec le Cortical Subjugator Scarab permettant à une unité dynastique à 6 pouces d'effectuer une intervention héroïque. Il est aussi équipé de la Canoptech Cloak. En élite, on retrouve Inktan Void Dragon avec le pouvoir Sky of Falling Star, en plus de son pouvoir personnel, 2 unités de Dilige Guard en épée bouclier, et 2 unités de 5 Scorpec Destroyer. Je trouve dommage de ne pas monter à 6 figurines afin d'avoir une seconde arme à dégâts 3. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, les Terminators font leur retour. En attaque rapide, nous avons 3 unités de Scarab Swarm, 2 unités de 5 et une de 4. Et enfin, pour finir avec cette liste, en soutien, une unité de 6 Locust Destroyer et un lourd que vous allez intégrer dans cette unité avec un Ghost Destructor. Non contents de laisser les Dark Angels s'amuser seuls, les Blood Angels sortent aussi le grand jeu. Ils étaient les Marines les plus performants à la fin de Nephilim, et bien qu'ils soient inhabituels en prenant quelques coups à leur résilience, via la perte de l'armure du mépris, touchant particulièrement la garde sanguinienne, et ne pouvant plus utiliser Fury of the Lost comme secondaire fiable, il semblerait que les avantages avec la baisse en points compensent largement. Les pistolets infernaux gratuits disséminés dans les escouades leur permettent d'attaquer des véhicules de façon aléatoire, en plus de leur cible prioritaire. Il est beaucoup moins cher d'obtenir un choix de soutien de qualité dans la construction maintenant que les Eradicators en fuseur lourd sont moins chers. De plus, bien qu'ils perdent Fury of the Lost, le retour de Oaths of Moment est une très bonne nouvelle pour eux. Leur tactique de chapitre est également si bonne qu'ils peuvent tirer une valeur décente du MSU qui pourrait se faire dans d'autres chapitres comme les Outriders ou les Agressors. Cela leur permet d'avoir beaucoup de ressources pour réaliser les actions dans les divers scénarios, comme poser les bombes dans le scénario Tear Down Their Icon à titre d'exemple, ce qui est un avantage certain. Du côté Necron, l'objectif sécurisé est toujours d'actualité, mais sous la nouvelle forme de Nihilak. Vous avez moins de mobilité pour dominer complètement le début de jeu, ce qui vous oblige à planifier un peu plus de combats, ce à quoi 2 unités de Lich Guard contribuent. Et le stratagème Nihilak fonctionne également bien pour l'unité de Locust, en leur permettant d'utiliser les anciennes machineries tout en continuant de tirer, car ils pourront faire un action et tir. Les machineries et les trésors des éons seront toujours très difficiles à arrêter, et jeter quelques scarabs pour Behind Enemy Line est également faisable, bien que le capitaine Blood Angel avec le Visage of Death et Rite de guerre soit un
écrou dans la mécanique Necron. Malheureusement pour eux, leur jeu secondaire n'est pas tellement meilleur que celui des Blood Angels, car ils sont absurdement bons pour tuer l'armée Necron. Les pauvres âmes qui essayaient de faire fonctionner les Necrons au début de l'édition sommes sinistrement familiers avec le fait que les Inceptors Plasma avec un maître de chapitre sont à la limite de la neutralisation d'une grande partie du codex. Heureusement qu'ils ont pris une augmentation en points, et que les gardes sanguiniens sont assez bons pour fendre les Lich-Guards et les Scorpek. Vous avez certainement beaucoup plus de Necrons sur la table qu'à l'époque, ce qui aide un peu, mais contre une construction Blood Angel avec une telle puissance de destruction, ce ne sera pas suffisant. Compte tenu de cela, les Necrons ont bien essayé de faire un score élevé, mais les Anges ont remporté la victoire 96 à 78. L'époque où nous devions empêcher le Necron de faire 100 points serait-il révolu? Toutes les horribles unités de mêlée auxquelles vous êtes habitués, mais maintenant avec de vraies armes à feu gratuites. Bien entendu, avec l'augmentation des Inceptors, vous aurez 200 points à investir dans d'autres unités pour les remplacer. Le Shodan couvre la plupart de ces aspects. La seule autre chose à signaler et à surveiller, si vous affrontez des Blood Angels, c'est le prêtre sanguinaire construit pour le sacrifice de l'ange via l'armure d'Indomitus, utile lorsque vous subissez une menace de mêlée monstrueuse de votre adversaire en entourant votre prêtre sanguinien afin de protéger vos unités de garde sanguinienne. Bravo pour cette victoire. À la seconde place, nous retrouvons le codex Adeptus Custodes. Pour cette liste, nous sommes en Shadowkeeper. Cela fait un moment que l'on n'avait pas vu ce Shield Host atteindre un top. On aura tous une petite pensée pour notre Zig national. En QG, un Shield Captain en Dawn Eagle, avec le trait Shadowkeeper Lockwood Dawn permettant d'ignorer l'invulnérable quand il combat un personnage. Combiné à la relique Stasis Oubliette qui inflige un combattant dernier à une unité à portée d'engagement durant la phase de combat. Cela fait de ce personnage une menace incroyable à tous les personnages de l'adversaire. Il reste simplement à rajouter en second trait Supérieure Création afin d'augmenter sa résilience avec une insensible à 5+ contre toutes les blessures. Saupoudrez le tout avec un Salvo Launcher car le Lock Warden fonctionne avec n'importe quelle sorte d'attaque, ainsi que l'amélioration Tip of the Spear pour relancer les 1 pour toucher et blesser pour lui-même. Bref, je vous fais pas un dessin, c'est un demi-dieu sur le champ de bataille. En second choix, nous avons Trajan Valoris en seigneur de guerre avec ses traits Master of Martial Strategy et Champion of the Imperium. Pour les troupes, 2 unités de 3 Sagittarum. En élite, une seule unité d'un Alarus. En attaque rapide, 3 unités de Venatari en lance et Misericordia, ainsi que 3 unités de 3 Vertus Praetor, toutes en Salvo Launcher. Les Custodes sont de retour, cette fois en utilisant le pouvoir des Shadowkeepers. Les Venatari sont super maintenant que l'objectif sécurisé est de retour sur l'infanterie. Grâce à la possibilité de prendre 6 emplacements d'attaque rapide sans dépenser de points de commandement, cette liste est également beaucoup plus mobile que la plupart des constructions de Custodes que nous avons vues à l'apogée de leur codex, ce qui lui permet d'exceller dans Behind Enemy Line, lorsque l'ennemi est traqué. Ajoutez à cela un capitaine de Nigel, Lock Warden, qui ferait peur à l'empereur, et à tout joueur à Eldari assez malchanceux pour le rencontrer. Le résultat est une construction mettant énormément de pression, et elle peut se battre contre les meilleurs codex. Excellent travail pour cette deuxième place, sans aucune défaite. Passons sur le showdown du tournoi WTC Spain Single, donc un tournoi en solo en Espagne, opposant les Aeldari au Blood Angel. Pour cette construction à Aeldari, les traits Masterful Shot permettant d'ignorer le couvert léger et Children of Prophecy pour relancer les résultats de 1 et 2 pour Deny sont utilisés. En QG, Baharot et un Farseer Skyrunner avec les pouvoirs Doom et Exécutionneur. Pour ce qui est du trait, ce sera Seeker of the Shifting Vector. Il sera le seigneur de guerre de cette liste. En élite, 3 unités de Dire Avenger, 2 unités de 5 et une unité de 6. Ensuite, vous rajoutez une unité de 5 Howling Banshee, avec seulement le Piercing Strike comme option sur l'Exarch. Du côté des attaques rapides, 3 unités de Shroud Runner. En soutien, 2 Night Spinner, dont un avec le Crystal Targeting Matrix. Vous rajoutez ensuite un Wraithseer en décanon avec le pouvoir Quicken and Restrain. La liste ne s'arrête pas là, car nous rajoutons un détachement Harlequin Twilight avec en QG un Troopmaster, via le stratagème Champion of the Aeldari, le trait A Foot in the Future, et celui du Trésor of Aeldari, la relique Twilight Fang. Enfin, saupoudrez le tout avec le rôle pivot Veiled King. En troupe, 2 unités de 5 joueurs, la première unité avec 2 pistolets fusion, 2 caresses, 2 kiss et un embrace. La seconde avec 2 caresses, un embrace et un kiss. En élite, le sniper de l'enfer, un Digester avec la synergie du trait Favor of Segorash et le rôle pivot Harvester of Torment. Pour finir, en transport, 2 Starweaver. Une construction assez similaire à la précédente pour ce qui est de la liste Blood Angel. En QG, le commandeur Dante avec son trait Heroic Bearing, un lieutenant en réacteur dorsaux équipé d'un combifuseur et marteau, il a le trait Rite de guerre pour l'objectif sécurisé en aura, ainsi que la relique Visage of Death pour neutraliser l'objectif sécurisé des unités adverses. Ensuite, dans ce trio de QG, nous avons un prêtre sanguinien amélioré en chef apothicaire, avec son trait Selfless Healer et bien entendu en réacteur dorsaux. En troupe, une seule unité d'infiltrator en gantelet élite,
Helix. Dans les élites, 2 unités de 5 Marines Death Company en réacteurs dorsaux, la première équipée de 4 marteaux et le 5e ayant un pistolet inferno et une épée énergétique. Pour ce qui est de la seconde unité, elle est entièrement équipée de pistolets inferno et épée énergétique. Rajoutez à ça 3 unités de 7 Sanguinary Guard en pistolet inferno, 2 unités entièrement équipées de Lancarmine Sword, la 3e d'Uncarmine Axe. Avec la disparition de l'armure du mépris, j'aurais tendance à privilégier la hache pour son bonus de force car désormais une PA-3 est suffisante, puisque vous pouvez passer facilement en doctrine d'assaut grâce à votre Sanguinary Priest. Rajoutez une unité de 4 serviteurs pour tenir l'objectif dans votre zone de déploiement, et pour finir avec cette catégorie, un Sanguinary ancien en Uncarmine Sword et pistolet inferno avec la relique Wrath of Baal. En attaque rapide, 2 unités d'Inceptor Plasma, une de 6 et l'autre de 5. Autant vous dire que ce genre de construction d'Inceptor va drastiquement se réduire, voire à disparaître à cause de l'augmentation récente en points de la version Plasma. Les Blood Angels font leur deuxième apparition de la semaine au sommet du classement, cette fois dans une configuration encore plus brutale. Pas besoin de s'amuser. Il suffit de s'assurer que tout le monde porte une grosse épée et un pistolet inferno ou une paire de canons à plasma, et le tour est joué, réduisant, la plupart du temps, les chances de victoire de vos adversaires, car les dégâts infligés par cette armée sont hors normes, et les adversaires doivent faire des dégâts rapidement s'ils veulent avoir une chance de gagner, même infime, de préférence avant que les Inceptors aient une phase de tir complète. En ce qui concerne les armées qui tentent d'y parvenir, cette liste Eldar n'est pas mauvaise. Les escouades de joueurs Twilight semblent être un ingrédient clé des Aeldari dans Ark of Omen, car elles peuvent très bien s'échanger contre de bonnes cibles, d'où l'armée de trade. Ce qui est certainement le cas des gardes sanguiniens. Le Digester menace également de faire du bon travail s'il en a la chance, et il est particulièrement problématique pour le lieutenant ici car se faire tirer dessus directement est une perspective très réaliste. Enfin, les Night Spinners qui tirent dans un monde post-armure du mépris, avec des Shroud Runners pour infliger quelques blessures, ne sont pas un choix horrible. Pour épuiser un peu les Inceptors et comme beaucoup de constructions réussies que nous avons examinées jusqu'à présent, l'armée excelle également dans Behind Enemy Line. N'est pas horrible tout bien considéré. Mais je continue à penser que le résultat le plus probable ici est que les Aeldari finissent par être balayés du plateau un peu trop tôt dans la partie pour qu'ils puissent gagner. Sur Death Hill, ils ont une certaine chance de s'en sortir en attirant les anges dans des directions différentes, pendant que leurs unités de trade font leur travail. Et je ne pense pas que cela sera suffisant, ou au mieux ils marcheront sur le fil du rasoir, où un seul faux pas peut mettre fin à la partie. Leurs secondaires en dehors de Behind Enemy Line sont également difficiles. Warp Ritual pourrait s'avérer assez risqué une fois la bataille engagée, et les Marines se sont plus courts en points de vie pour nos prisonneurs, mais ce sont probablement encore vos meilleures options. Pendant ce temps, les Blood Angels peuvent pousser jusqu'à un score très élevé juste en faisant sortir les Aeldari de la table en phase de combat, ce qui est ce qu'ils voulaient faire de toute façon. Un avantage difficile à surmonter quand les Blood Angels gagnent un combat direct, et bien que les Aeldari aient fait ce qu'il semble être une tentative très courageuse, ils n'ont pas été capables de surmonter les difficultés. Victoire Blood Angel 12-8. Ceci étant un score WTC, cela signifie qu'il y a un différentiel compris entre 11 et 15 points. La présence de tant d'armées avec énormément de figurines signifie que la scène européenne a tendance à être un peu plus rapide pour assimiler les nouveautés d'Ark of Omen. Et comme discuté dans le Shodown, nous voyons en effet cela. Bravo pour avoir mis en place ce qui est facilement la construction la plus terrifiante de la semaine. Passons au rest of the best des deux tournois. Pour ce qui est du Toronto Winter, en 3e place nous avons Sébastien Marengo en Necron, que nous avons vu dans le Shodown. 4e place Zakomo en Astra Militarum. 5e place Skylar Petrovic en Chaos Demon. 6e place Christian Vavarustos en Genestealer's Cult. 7e place Mike Patriarca en Dark Angel. 8e place Adam Marcinkowski en Tau avec le 7 Tau. Et en 9e place Diogo Pita avec Devotan. Pour ce qui est du tournoi en Espagne, le WTC Spain Singles. En 2e place, nous avons Raven en Harlequin, Twilight Saidas. 3e place en GNL, en Iron Hands. En 4e place, Teroxer El Rojo en Thousand Suns Chaos Demon. Et en 5e place, Victor Manuel Gil Rocha en Craft World Harlequin que nous avons vu dans le Shodown.